On est très très ravis de recevoir Johanna ce soir, qui est professeure de philosophie. Elle va nous entretenir sur Hannah Arendt, que vous connaissez, mais Johanna a pris un angle plus original. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je vois qu'on est très nombreux à vouloir faire de la philosophie un vendredi soir, donc j'en suis ravie. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du mensonge en politique. Et je pense rien vous apprendre en vous disant que c'est un sujet qui est très vaste. Et donc pour commencer déjà, je vous conseillerais, si vous ne l'avez pas déjà vu, de regarder le documentaire de Patrick Cohen qui est intitulé Mensonge en politique, mensonge au pluriel. J'ai découvert en faisant des recherches pour ce sujet qu'il y a aussi un prix du menteur en politique qui est décerné chaque année. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc je disais, c'est un sujet qui est vaste, c'est aussi un sujet qui est d'actualité. Et on va essayer d'entrer dans ce sujet avec des ouvrages qui sont pourtant datés, puisque je vais essayer de travailler avec vous aujourd'hui sur un extrait de La crise de la culture, un essai qui s'appelle Vérité et politique et qui a été publié en 1968 par Hannah Arendt. Et une dizaine d'années plus tard, parce que c'est là une réédition 68, une dizaine d'années plus tard, pardon, en 1972, elle a publié Du mensonge à la violence et un essai là-dedans qui ouvre le livre et qui s'intitule Du mensonge en politique. Donc tout d'abord, pour ce qui est d'Hannah Arendt, donc, elle est née à Hanovre, en Allemagne, en 1906. Elle est née dans une famille juive laïque. Elle est issue d'un milieu qui est quand même relativement aisé. Son père, qui était ingénieur, est mort quand elle était jeune, elle avait 7 ans. Et sa maman est professeure de musique. Donc elle baigne dans ce milieu aisé et elle s'intéresse très rapidement à la philosophie. C'est un esprit très brillant, très en avance. En 1933, à l'arrivée des nazis au pouvoir, elle a été arrêtée par la Gestapo. On le sait peu. Elle a été relâchée grâce à l'intervention d'un policier. Et elle a décidé de s'enfuir en France à ce moment-là. Elle va y passer 7 ans. Et en 1940, elle est exilée au camp de Gurs, dans les Basses-Pyrénées, près de la frontière espagnole, où environ 64 000 personnes ont transité entre 1939 et 1944. Donc dans ce camp, elle vit des conditions de vie extrêmement dégradantes. Il n'y a pas d'eau courante, pas de sanitaire, etc. Mais il y a peu de surveillance et elle parvient à s'enfuir lors de l'armistice. Donc elle rejoint Marseille en juin 1940 et elle va pouvoir obtenir un visa d'abord pour le Portugal et ensuite pour les États-Unis grâce à Varian Fry qui a permis à pas mal de personnes de s'exiler et par là de se sauver. Quand elle arrive aux États-Unis, elle est apatride. Et elle vit des années qui sont difficiles, elle s'intéresse toujours à la philosophie, elle va écrire ce dont on a parlé tout à l'heure, les origines du totalitarisme. Elle obtient ensuite la nationalité américaine et toute sa vie, elle va s'intéresser à la politique, déjà de manière générale, et à la politique dans son pays d'adoption en particulier. Elle est très investie dans la lutte pour les droits civiques notamment. Elle va suivre en tant que journaliste pour le New Yorker, le procès Eichmann en 1961. Et elle rédige 5 articles et un compte rendu qui vont être publiés dans le livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, et qui paraît en 1963. Grosse controverse après ce livre parce que l'expression banalité du mal a été très mal perçue premièrement et certainement très mal comprise également. Elle expliquait que non pas que le mal avait été banal, mais que n'importe qui pourrait être l'auteur d'un mal terrible. Et si le fait de dissocier la personne de l'acte, ça a été quelque chose de mal perçu. Et l'expression, certainement aussi, la traduction de l'expression a été très mal perçue. Elle en a pas mal souffert. Elle a essayé de rétablir la vérité ou sa vérité, notamment dans ces ouvrages-là, enfin dans celui-là en particulier. Et voilà, elle est morte en 1975, avant d'avoir pu achever son ouvrage La vie de l'esprit, qui est également un grand œuvre. La classée est assez complexe. On parle beaucoup d'elle aujourd'hui, justement parce que c'est une philosophe, mais elle ne voulait pas être appelée philosophe parce qu'elle estime que ça a rapport avec notre sujet. Le philosophe s'intéresse à l'homme et elle considère que l'homme, ça n'existe pas. L'homme, l'humain, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des hommes ou des humains. Et c'est cette pluralité qui intéresse Hannah Arendt
Et c'est cette abstraction un peu démesurée de la philosophie qu'elle renie. Donc elle n'est pas politicienne non plus. C'est vraiment une penseuse du politique et une penseuse de la pluralité. Elle ne simplifie pas, la lire n'est pas facile. Elle simplifie pas, elle a énormément de culture, énormément de références et elle est très consciente d'être inclassable. Elle a toujours dit comme ça, dans une interview, elle dit « je ne cadre pas ». Le mensonge en politique, ça semble être plutôt presque un pléonasme et elle part de ce constat et on peut se demander donc pourquoi.